La première dame raccompagne la reine d'Espagne à l'issue d'une visite de travail et de coopération de 3 jours, la première du genre dans la région du Maghreb et du Sahel. Le Premier ministre reçoit la directrice chargée de la division des écosystèmes du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, président du Comité national de préparation de la concertation nationale, annonce la suspension de la concertation afin que le dialogue soit inclusif entre tous les partis politiques. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. À la une de ce journal, la reine d'Espagne, Madame Donna Leticia Ortiz Rocasolano, a quitté Nouakchott ce soir au terme d'une visite de travail et de coopération de 3 jours, la première du genre dans la région du Maghreb et du Sahel. À son départ, la reine a été saluée par la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel-Dah, entourée de la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Madame El-Ali Mtiahi Al-Mankous, l'ambassadeur de Mauritanie accrédité auprès de Madrid, son Excellence Monsieur Khan Boubacar, et l'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie, son Excellence Maria Alvarez de la Rosa. Au cours de son séjour dans notre pays, Sa Majesté, la reine Donna Leticia Ortiz Rocasolano, accompagnée de la première dame, Dr Mariam Fadel-Dah, ont visité aujourd'hui à Nouakchott le centre Cheikh Zayed pour enfants autistes, où elles ont écouté des explications détaillées sur les services fournis dans les différentes ailes du centre. La reine, accompagnée de la première dame, a également effectué une visite de terrain au site du projet de production agricole et au Centre national des opérations d'urgence en santé publique à Nouakchott. Elle s'était rendue hier à l'université Al-Asriya de Nouakchott. Compte rendu de ses visites avec Aminata Khan. La première dame, Dr Mariam Fadel-Dah, et la reine d'Espagne, Sa Majesté Donna Leticia Ortiz Rocasolano, ont visité l'université de Nouakchott à l'Asriya au niveau de certains projets de formation de médecins spécialistes à la faculté de médecine et au niveau du projet d'observatoire du genre à la faculté de droit. Au cours de ces visites, la délégation a été informée sur le centre de simulation médicale de la faculté de médecine et a reçu d'amples explications fournies par les responsables inhérents aux sessions de formation des spécialistes en coopération avec la faculté de médecine et la coopération espagnole. La délégation s'est par la suite rendue sur le site de l'Observatoire de l'égalité des genres à la faculté de droit qui a été créé en collaboration avec l'Agence espagnole de coopération et qui doit être un laboratoire d'études et d'analyse dans le domaine du genre au niveau national et régional. À l'issue de la visite, l'ambassadrice d'Espagne dans notre pays, son Excellence Myriam Alvarez de la Rosa, a déclaré que les deux pays partagent de grandes relations avec des dimensions historiques et géographiques, insistant sur l'objectif de cette visite qui constituera, dira-t-elle, une nouvelle étape pour donner plus d'élan à ces relations qui durent depuis plus de 30 ans et qui couvrent divers domaines. Par la suite, Sa Majesté a visité le projet de production agricole et le Centre national des opérations d'urgence en santé publique. À son arrivée au niveau des locaux du projet, Sa Majesté, la reine, a été accueillie par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, ainsi que de plusieurs autres hauts responsables. Sa Majesté et la délégation qui l'accompagne ont reçu d'amples explications sur le projet avant de visiter ses différentes composantes. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Al-Massoud, a reçu en audience aujourd'hui à la primature à Nouakchott la directrice chargée de la division des écosystèmes du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Mme Suzanne Gardner, actuellement en visite en Mauritanie.
L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Aïssata Daouda Diallo, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Madame Aïcha Valverges, et de Monsieur Mohamed Yahya Ould Ahmedou, chargé de mission à la primature. Et à sa sortie d'audience, Madame Susan Gardner a remercié le Premier ministre pour l'audience qui lui a accordée et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle lui a transmis les salutations de la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Madame Angel Anderson, retenue au siège pour la célébration du 50e anniversaire du programme. La directrice chargée de la division des écosystèmes a indiqué que sa visite lui a permis de constater l'état d'exécution des réalisations de la Mauritanie dans les domaines de protection de la biodiversité et des écosystèmes et de s'assurer que les populations profitent des ressources disponibles. Madame Susan Gardner a souligné que le développement de la coopération entre notre pays et le Programme des Nations Unies pour l'environnement a été également abordé. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, le député Cheikh Ould Bahia. La séance était consacrée aux réponses de 2 membres du gouvernement aux questions orales posées par des députés. Les questions orales ont été adressées au ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Commentaire signé Bokar Boylaba. La question posée par le député Lemrabot Ould Mohamed était relative aux réformes entreprises par le secteur de l'éducation nationale. Dans sa question, le député s'est interrogé sur la nouvelle méthode de gouvernance et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour l'émergence d'une école républicaine à laquelle tous aspirent pour former les générations montantes. En réponse, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melaïnin Ould-Eyi, a indiqué que le problème le plus important auquel fait face l'éducation nationale est le déficit en enseignants, révélant que 8 000 enseignants seront recrutés au lieu des 6 000 qui étaient prévus. Le ministre a indiqué que le budget du ministère a été augmenté au cours des 3 dernières années de 18 milliards d'anciennes ouguiyas, en plus de 15 autres milliards orientés vers la masse salariale afin d'améliorer les conditions matérielles des enseignants. Par ailleurs, il a indiqué que les travaux sont en cours pour réhabiliter 2000 salles de classe, dont 1000 ont été déjà réceptionnées. Concernant les supports pédagogiques, des efforts appréciables ont été consentis, a-t-il dit, et il sera procédé à l'acquisition d'1 400 000 autres ouvrages avant la prochaine rentrée scolaire. Et il a indiqué que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour accélérer la réforme qui fera naître une école républicaine. L'Assemblée nationale a également consacré sa séance plénière à une question posée par le député Al-Fadiroul Sidati au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Une question relative à la réalité des plans d'urbanisation des villes mauritaniennes, notamment le problème de bidonvilles, les mouvements des habitants et l'offre de services aux citoyens. En réponse, le ministre a expliqué que l'urbanisation s'est opérée de manière archaïque. À cela s'ajoute l'absence d'une base de données numérique et le chevauchement du travail du ministère de tutelle avec d'autres institutions publiques, soulignant que le nouveau plan d'urbanisme pour la ville de Nouakchott et d'autres cités assureront l'application stricte du schéma directeur et facilitera le processus de circulation et d'équipement public. Il a déclaré que les ministères de l'Habitat et des Finances sont en train de revoir le système d'octroi de parcelles de terrain, soulignant que l'approche adoptée dans le processus est la transparence. Et il a rappelé que le secteur mène actuellement le plus grand processus d'urbanisation simultanée de l'histoire du pays, touchant 13 villes, dont 6 capitales régionales. Enfin, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed,
a indiqué que le secteur travaille à l'élaboration d'une stratégie qui permettra l'accès de la population au logement décent et durable. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Yahya Ould Hamd El-Wakf, président du comité national de préparation de la concertation nationale, a annoncé la suspension de la concertation afin que le dialogue soit inclusif entre tous les partis politiques et que le calme politique continue de prévaloir entre les différentes parties de la scène politique. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue hier soir au siège de l'Académie diplomatique à Nouakchott. Le point avec Abdullah Damaba. Cette conférence de presse qui s'est tenue au siège de l'Académie diplomatique a été une opportunité pour le comité préparatoire de la concertation nationale d'annoncer la suspension de ses travaux. Les concertations doivent être préparées au préalable. Parce que si elles ne sont pas préparées, on va aboutir à presque un carnaval et finalement on ne pourra rien faire. Donc ils ont considéré qu'il faut préparer cela et pour préparer il faut un groupe restreint. Et donc ils ont décidé que la préparation va se limiter aux partis politiques et aux sensibilités qui ont été invitées. Et la majorité et le pouvoir exécutif ont tenu à ce que la concertation soit inclusive. C'est pourquoi, le 27 octobre 2021, tous les présidents de partis politiques, je dis bien tous les présidents de partis politiques, et les candidats qui ont été identifiés comme étant des sensibilités politiques ont été invités et se sont présentés dans cette salle. La plupart d'entre vous étaient là. Donc il n'y avait aucune absence. Entre le 27 octobre et le 16 avril, également, encore 5 mois, tous les efforts ont été fournis pour que tout le monde arrive. Et tous, vous suivez l'actualité, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui avait un problème de nombre de représentants ou de ceci, cela, pas du tout. Donc nous avons tenu et la convocation n'a été faite qu'après avoir obtenu la confirmation de l'ensemble des présidents de partis qu'ils vont participer. Le 16 avril, malheureusement, nous avons constaté, après avoir été ici présents dans cet immeuble, nous avons constaté, malheureusement, qu'un parti n'était pas présent. Et nous avons fourni tous les efforts pour qu'il le soit. Nous n'avons pas réussi, mais étant donné que tout le monde était là, il était très difficile. Sinon, on va perdre d'autres. Et on a continué. On a continué parce que les partis politiques avaient demandé au président de la République de les faire accompagner par un groupe ou une équipe qui les représente lui-même. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait un état des lieux des travaux et rappelé le cheminement de cette concertation. Vous avez avec nous suivi cette préparation. Depuis le début, le mandat qui a été donné à cette commission de préparation était clair. Il faut arrêter les thèmes qui seront discutés, il faut arrêter la nature des participants et leur nombre, et il faut arrêter le cadre organisationnel des concertations. Depuis le 16 avril, ensemble, l'équipe de la majorité, l'équipe de l'opposition et notre équipe, nous avons travaillé et nous sommes arrivés à un accord sur toutes les questions qui ont été discutées. Et le climat était cordial. Bien sûr, il y avait des discussions, bien sûr, il y avait des divergences. Mais chaque fois qu'il y avait des discussions ou des divergences, nous sommes arrivés à trouver un consensus. Tous les thèmes ont été arrêtés, paraphés par tout le monde. 3 axes, 9 thématiques et plusieurs sous-thèmes au niveau de chaque thématique. Au cours de ces rencontres, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a répondu à certaines interpellations des journalistes.
Une formation professionnelle doit répondre à un besoin sur le marché de l'emploi. C'est dans cette optique que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Lalia Camara, a présidé hier à Nouakchott la cérémonie de clôture d'un atelier de concertation sur la formation professionnelle et son adéquation avec le marché de l'emploi. La ministre a souligné l'importance du renforcement des capacités des secteurs publics et privés pour répondre aux besoins du marché de l'emploi en main-d'œuvre qualifiée. Mohamed El-Khattab. Les rideaux sont tombés sur les travaux du second atelier, après celui d'Atar, de concertation et d'échange sur l'actualisation de l'offre de la formation professionnelle pour sa mise en adéquation avec la demande du marché de l'emploi au niveau régional et national. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Lalia Camara, a précisé. Il est important qu'on développe une formation professionnelle qui soit à la hauteur justement pour servir le secteur privé qui constitue 60% de la richesse, de la création de richesse de notre pays. Donc ceci étant dit, on ne peut que s'intéresser à la formation professionnelle. Le calcul est simple. Mais malheureusement, le secteur de la formation professionnelle a toujours été le parent pauvre de la formation. Celui effectivement auquel on pense en dernier lieu, celui auquel on envoie son enfant quand il n'a pas réussi, quand il est en situation d'échec. Et donc, il y a effectivement cette perception qui a pesé sur la formation professionnelle. Il y a également la perception sociale également qui pèse, qui est de dire, bon, ce sont des métiers qui ne sont pas valorisants. Et aujourd'hui, il est question pour le ministère non seulement de créer une dynamique qui suscite l'intérêt, et c'est le projet Mahenti que dirige mon collègue, M. Bekaï, et que je remercie pour avoir vraiment contribué à l'organisation de ces journées, qui a pour objectif, Mahenti, de valoriser justement ces métiers, de les mettre en avant, de communiquer dessus, de communiquer sur le fait qu'un maçon, qu'un électricien, qu'un plombier gagne sa vie, peut construire une fortune sur ce type de métier. Pour sa part, Mme Christine Isabelle Santos, la représentante de la Banque mondiale, a affirmé. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir contribuer à ce débat. Comme vous le savez, la Banque mondiale a financé un projet que vous connaissez tous, le PEJ, qui est le projet d'employabilité des jeunes, et qui cible autour de 60 000 jeunes en termes de formation. Revenant sur le sujet, le chargé de mission au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Hamadi Bekaï, a indiqué. L'intérêt de tout cela, c'est de sortir avec une carte de formation professionnelle en adéquation avec la demande du marché de l'emploi. Il est à noter que ces ateliers rentrent dans le cadre du plan d'action du ministère visant l'analyse des besoins du marché grâce à la mise en place de mécanismes de concertation avec les employeurs qui, en majorité, sont du secteur privé, qu'ils soient formels, informels ou issus de l'économie sociale et solidaire. Direction à présent Kifa, la capitale de l'Assaba, où le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a inauguré les sièges de 2 radios, celui de la sécurité routière et celui de Radio Mauritanie. Le ministre a également effectué une visite d'inspection dans un certain nombre de services dépendants de son département au niveau de la ville. Une station radiophonique régionale a la vocation d'offrir une programmation qui allie proximité et efficacité avec un contenu touchant le vécu quotidien des populations locales. Telle est la mission assignée à la station régionale de Radio Mauritanie dans la ville de Kifa, une station qui bénéficie désormais des travaux d'extension, de réhabilitation et d'équipement. Dans l'allocution inaugurale prononcée à cette occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatar Cheibani, a salué les grandes avancées réalisées par Radio Mauritanie dans le domaine du rapprochement de ses services des citoyens, dans le domaine de la diversification de la production audiovisuelle et la qualité des produits médiatiques. À son tour, le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould-Sidi Mohamed, a passé en revue le processus de réforme engagé par son institution, les acquis les plus importants réalisés dans le cadre du service public, rappelant que les moyens matériels et humains ont permis à Radio Mauritanie de généraliser ses services et les rapprocher des citoyens. Au terme du cérémonial des allocutions,
Le ministre a visité les différentes ailes de la station régionale où des explications lui ont été présentées par les responsables. Par ailleurs, le ministre s'est informé sur la situation des services régionaux du département, notamment la maison des jeunes et autres services. En d'autres termes, il s'agit de rappeler l'intérêt qu'accorde l'État à la proximité de l'administration du citoyen. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaini Nouleyi, et son homologue de la santé ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres. Le point avec Abdullah Damaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaini Nouleyi, porte-parole du gouvernement, a commenté les résultats des travaux du Conseil des ministres. Il a aussi évoqué certains aspects liés à la communication relative à l'initiative de mobilisation nationale pour le développement de l'agriculture. L'objectif de cette communication, dit Mohamed Melaini Nouleyi, est l'essor du secteur agricole et la réalisation de la sécurité alimentaire dans le cadre de la stratégie du secteur. Il a souligné la nécessité de cultiver des céréales à la lumière de la pénurie alimentaire dans le monde du fait des répercussions de la guerre russo-ukrainienne. Répondant à une interpellation relative au dernier développement de l'enquête liée aux délits économiques et financiers de la dernière décennie, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il s'agit d'un dossier qui est pendant devant la justice. Il a rappelé que ce dossier a débuté par une enquête parlementaire avant d'aboutir entre les mains de la justice. Il a aussi souligné que le gouvernement n'est en aucun cas lié à cette affaire et que l'opinion est au fait des tenants et aboutissants de ce dossier. Concernant la question liée au discours sectaire, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a affirmé que les libertés individuelles et collectives sont garanties, mais se dit-il dans le respect des conditions légales définies. Il a aussi précisé que toute action susceptible d'être une menace pour la cohésion sociale et l'unité nationale sera traitée par les autorités concernées. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould-Dahi, a par ailleurs tenu une conférence de presse au sortir des travaux du Conseil des ministres. Il a évoqué le projet de décret régissant le système national d'accès aux soins et médicaments essentiels de qualité. Il a précisé qu'il permettra aux officines de pharmacie de fournir des médicaments qui sont inscrits sur la liste nationale des médicaments. Ce système, dit le ministre de la Santé, va permettre aux patients de disposer des médicaments au sein des structures sanitaires, que ce soit dans les postes de santé, les centres de santé et centres hospitaliers. La CAMEC, conclut-il, sera responsable de disponibiliser ces médicaments au sein des infrastructures sanitaires. Le siège de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a accueilli ce matin la cérémonie de signature d'une convention entre la délégation et le commissariat à la sécurité alimentaire. Cette convention s'inscrit dans la concrétisation des engagements pris par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, dans son volet social visant la protection et la prise en charge des couches défavorisées. Mohamed El Khattat. Atténuer les conséquences de la Covid-19 chez les ménages nécessiteux dans les wilayas du Houd al-Gharbi, de la Saba, du Gourgol, de la Dra, du Tagant, du Gdimaka, du Tilzemour et de l'Inchiri. Tel est l'objectif de cette convention signée par le délégué général pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, et la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatmetou Ment Khatri. L'accord porte sur la distribution de 9000 tonnes de blé, de riz, de sucre et d'huile au profit de 110 000 familles nécessiteuses dans les wilayas précités. L'occasion pour le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur de souligner que cet événement revêt une importance particulière car il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, particulièrement les aspects relatifs à la sécurité sociale. Il s'agit, a-t-il dit, d'aider les couches vulnérables dans les wilayas du Houd al-Gharbi, de la Saba, du Gourgol, de la Dra, du Tagant, du Gdimaka, du Tilzemour et de l'Inchiri à faire face à la crise de la pandémie de la Covid-19 à travers des opérations de distribution d'aide aux familles vulnérables composées de denrées alimentaires.
Pour sa part, la commissaire à la sécurité alimentaire a salué ce partenariat qui permettra une meilleure distribution de ces denrées alimentaires aux populations qui en ont le plus besoin. L'aide visant à atténuer l'impact du Covid-19 sur ses citoyens. C'est dire l'importance de cet accord qui aidera à réduire l'impact de la pandémie sur les citoyens grâce à des opérations de distribution de vivres qui leur parviendront dans leur lieu de résidence. Le collège de défense du groupe du G5 Sahel a organisé aujourd'hui dans son état-major de Nouakchott une journée porte ouverte à l'intention des commandants et attachés militaires. Cette manifestation intervient à l'occasion de la fin du 4e exercice opérationnel. Mohamed El-Khattab toujours. C'est une journée porte ouverte au collège de défense du G5 Sahel au profit de commandants et attachés militaires à l'occasion de la fin de son 4e exercice opérationnel pour sa 4e promotion ADRAR 2022. L'événement a été marqué par la présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, de plusieurs généraux et officiers de l'état-major général des armées, de l'état-major de la gendarmerie nationale, de représentants du secrétariat permanent du G5 Sahel, ainsi que des attachés militaires de plusieurs ambassades accréditées dans notre pays. C'est une journée porte ouverte qui vise à informer les participants sur les étapes franchies par le collège de défense dans le cadre des missions qui lui sont dévolues dans le domaine de la formation et de la préparation d'officiers de terrain pour les forces terrestres, navales et aériennes et de la gendarmerie et de la garde capables de coordonner des opérations tant sur le plan local que sur le plan international. L'assistance a suivi un exposé présenté par le directeur du centre des opérations mettant l'accent sur la méthodologie de la formation suivie pour garantir la réussite de l'exercice PC ADRAR 2022, soulignant que les efforts déployés ont permis aux bénéficiaires de la formation dispensée de mener à bien les missions qui leur sont assignées malgré les difficultés du terrain. Le commandant du collège de défense du G5 Sahel, le général Brahim Walid Cheibani, a déclaré en marge de cette journée. Aujourd'hui, c'était la journée VIP de la 4e édition de l'exercice ADRAR. C'est une tradition que le collège tient à perpétrer chaque année. Cette journée représente l'aboutissement de l'enseignement opérationnel qui s'est déroulé sur 10 mois au cours de la scolarité et on y présente aujourd'hui un exercice du niveau opératif au cours duquel les stagiaires vont montrer comment ils ont fait la planification du niveau stratégique jusqu'au niveau opératif et ils vont présenter le stade où nous sommes aujourd'hui en matière de conduite des opérations dans la région du Sahel dans le cadre de l'exercice. Je précise que ce n'est pas la réalité, ça c'est une manœuvre qui se déroule au niveau du collège. Et donc ça a permis de montrer que les officiers stagiaires sont désormais aptes à planifier et à conduire les opérations au niveau stratégique et au niveau opératif, c'est-à-dire au niveau interarmé, et qu'ils sont capables d'évoluer dans les différents niveaux d'état-major, que ce soit dans un cadre national ou dans un cadre multinational, et qu'ils sont suffisamment outillés pour travailler sur les théâtres internationaux. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des autorités, des chefs militaires, des attachés militaires et des autres partenaires qui ont bien voulu assister à cette journée et partager avec nous partager avec nous leur expérience, ce qui nous permettra certainement d'enrichir chaque année, d'année en année, enrichir et améliorer un peu le contenu de cet exercice et son déroulement. Il convient de rappeler que la décision de créer ce collège de défense a été prise lors du sommet des présidents des États du G5 Sahel qui s'était tenu le 20 novembre 2015 à Ouagadougou sur une proposition de la Mauritanie relative à la création d'une école de guerre dans le but d'aider les armées des États concernés à former des compétences militaires capables de relever les défis sécuritaires auxquels fait face la région.
La coopération entre notre pays et l'Espagne vit ses beaux jours. La journée d'aujourd'hui, qui marque la fin de la visite de la reine d'Espagne dans notre pays, est également celle du démarrage à Nouakchott des travaux du forum organisé par l'Association mauritano-espagnole des entreprises. Au cours du forum, les participants ont suivi des présentations et des discussions sur le développement de la coopération entre notre pays et les îles Canaries dans divers domaines, notamment ceux liés au transport entre les deux pays et les perspectives de son développement. Le point avec Bokar Bailaba. Les entreprises mauritaniennes et celles d'Espagne veulent impulser un cadre de coopération ciblant les secteurs à fort rendement économique. D'ailleurs, c'est le sens de l'organisation de ce forum. Les deux parties s'engagent à identifier les meilleures niches d'investissement dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Et à l'ouverture des travaux du forum, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Abdelkader Suleiman, a souligné l'importance de cette rencontre qui permettra de mettre l'accent sur la coopération entre les entreprises mauritaniennes et espagnoles, notamment celles opérant dans les îles Canaries. Et il a émis le vœu que les recommandations issues de ces rencontres permettront de créer un cadre dynamique entre les deux parties. À son tour, le vice-ministre du développement des îles Canaries, Christophe Santana, a loué le cadre de partenariat entre notre pays et les îles Canaries. Un cadre de partenariat appelé à être dynamique, diversifié et efficient. La Mauritanie est l'un des pays prioritaires des îles Canaries dans son action extérieure sur le continent africain. De la part du gouvernement, nous menons une série d'actions importantes et multiples en Mauritanie que je voudrais souligner brièvement. Les programmes de formation des formateurs pour la formation des professionnels et que dans cette troisième édition qui aura lieu cette année, nous travaillons avec la Mauritanie dans le secteur de la pharmacie, des soins infirmières et de l'entrepreneuriat avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Aussi, notre programme d'aide en nature pour des services de conseil en Afrique. Ce programme a pour objet la prestation gratuite des services de conseil aux organismes publics africains qui sera faite par des entreprises canariennes. À noter que les participants ont été édifiés à travers des présentations sur le développement de la coopération entre notre pays et les îles Canaries dans divers domaines, notamment les domaines liés au transport et les perspectives de son développement. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. La première dame raccompagne la reine d'Espagne à l'issue d'une visite de travail et de coopération de 3 jours. La première du genre dans la région du Maghreb et du Sahel. Le Premier ministre reçoit la directrice chargée de la division des écosystèmes du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et le ministre secrétaire général de la présidence de la République, président du Comité national de préparation de la concertation nationale, annonce la suspension de la concertation afin que le dialogue soit inclusif entre tous les partis politiques. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.